avec Robin Muller. On va vous présenter notre métier. J'ai fait une petite introduction, vous expliquer un peu le contexte. Puis j'enchaîne avec le développement front-end, c'est-à-dire mon métier. Puis après, je laisserai à mon collègue Robin Muller s'occuper du développement back-end. Donc du coup, ce sera la transition pour mon collègue Robin. Voilà. Très bien, nickel. Ok, super. Donc merci de nous avoir présenté la partie front-end. Pour ma part, vous le savez, je vais vous présenter la partie back-end. Donc le back-end et le front-end, si on transpose ça à une automobile, le front-end, ça va être toutes les interfaces qui vont permettre d'interagir avec la voiture, le volant, le levier de vitesse, les pédales, alors que le moteur, la transmission et les roues vont plutôt être du domaine du back-end. Et on pourrait rajouter le carburant qui va représenter la data. Donc notre solution, elle représente d'un point de vue technique, plus précisément ce que nous appelons un robot advisor. Un robot advisor, c'est un système qui va automatiser de nombreuses tâches qui normalement auraient dû être réalisées par un être humain. Donc on a ici une définition de robot advisor qui vient de Wikipédia. Donc c'est un robot délivrant des conseils financiers ou permettant la gestion automatisée d'un portefeuille d'actifs, conçu à partir d'algorithmes informatiques, de big data ou d'intelligence artificielle. À la différence des acteurs traditionnels comme les banques privées ou les gestionnaires de patrimoine, ces robots nécessitent une plus faible intervention humaine. On a ici une autre définition qui est donnée par un autre acteur. Un robot advisor ou robot conseiller en français est une plateforme en ligne de conseil en investissement financier. Les robots advisors utilisent des algorithmes qui intègrent de nombreuses données afin de réaliser leurs conseils. Donc, concrètement, un robot advisor, il va permettre, par exemple, d'investir des fonds financiers avec une certaine répartition. Il va se baser sur le profil du client pour réaliser cette répartition. Ce sont des algorithmes qui vont se nourrir de data, de données qui concernent le client et déterminer un profil de risque. Ça se fait de manière autonome et sans intervention humaine. Il va permettre d'automatiser de nombreuses autres tâches. On peut citer par exemple l'AGED, gestion électronique des documents, qui dans notre cas va nécessiter beaucoup d'analyse. D'ailleurs, je l'ai vu avec l'AGED développée n'est pas encore assez intelligente, il va falloir l'améliorer encore. Elle va, l'AGED, en fonction des datas et des données clients, elle va déterminer les documents obligatoires que le client doit fournir. Sans ces algorithmes, il aurait fallu qu'un être humain, pour chaque client, détermine les documents obligatoires en fonction d'un grand nombre de paramètres. Ces algorithmes, ils représentent d'une certaine manière ce qu'on appelle une intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'ils remplacent l'intelligence humaine en faisant ce que devrait normalement faire un humain. Alors, dans le cadre de cet exemple, nous utilisons donc une intelligence artificielle symbolique. Pourquoi symbolique? Parce qu'elle est non auto-apprenante. Les règles sont définies en dur et nous utilisons dans le cas présent une IA symbolique car les algos reposent sur des règles financières et administratives qui sont fixes. Pour la culture générale, l'intelligence artificielle symbolique, elle est en opposition avec le machine learning ou le deep learning qui, eux, concernent une IA qui est auto-apprenante, c'est-à-dire qui va apprendre et s'améliorer. Beaucoup de nos algos nécessitent et sont représentés par une IA symbolique, mais dans le futur, on pourrait avoir à utiliser du machine learning. Par exemple, pour le calcul de profil de risque, on pourrait améliorer le calcul de profil de risque en se basant sur le feedback qui nous est renvoyé par le client lorsqu'il décide de changer de profil de risque, justement. Ça nous permettrait, en tenant compte de son choix, d'améliorer le calcul de risque. Donc on a ici sur le web quelques exemples du projet Advisor qui est considéré comme un robot advisor. On voit qu'on était ici dans le comparatif des meilleurs robots advisors en France. Notre back-end, il est principalement constitué d'une API. Donc tout à l'heure, on a parlé. Donc notre API, elle est programmée en langage Python et elle communique avec les autres API avec un langage qu'on appelle le JSON. API, ça veut dire Application Programming Interface. La définition de la CNIL, c'est une API est une interface logicielle qui va permettre de connecter un logiciel ou un service à un autre logiciel ou service afin d'échanger des données et des fonctionnalités. Donc on l'a vu, notre API elle est développée en Python. Donc, Python est un langage de programmation interprété multiparadigme et multiplateforme. Il favorise la programmation impérative, structurée, fonctionnelle et orientée objet. Plus simplement, c'est un langage qui est très fréquemment utilisé
dans le monde de l'intelligence artificielle, dans le monde du big data. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec le langage des serpents, hein. Pour une petite anecdote, je me souviens, dans une époque lointaine, une fille me demandait ce que j'étais en train de faire et je lui dis je suis en train d'apprendre le langage Python et elle s'étonnait de voir que j'apprenne le langage des serpents. Alors ça peut sembler bête, mais à l'époque le langage Python n'était pas très connu, il était très loin d'être dans les classements des langages les plus appréciés. Donc pour quelqu'un qui On va demander son téléphone à cette fille. Pardon? Non, je vois me plier de rire, donc je l'embête un peu. Donc évidemment, hein, c'était pas si évident pour quelqu'un qui n'y connaissait rien dans ce domaine de savoir que c'était un langage de programmation. Donc pour la culture générale, c'est un langage qui a été créé par Guido van Rossum en 1989 et son nom ne fait pas du tout référence à un serpent, mais à les Monty Python, dont il était fan. On utilise, comme pour le front, des technos qui reposent sur des frameworks. Pour développer notre API, tout à l'heure, vous avez fait la liste des différents frameworks. Nous, on en utilise côté backend 2, Django et Django REST Framework. Donc Django, ça va permettre de mettre l'application sous forme de service web et Django REST Framework, ça va permettre de la mettre sous forme d'API. Django, c'est un framework qui va structurer le code avec des fonctionnalités très puissantes comme son système d'administration. Il va permettre une meilleure collaboration pour le développement dans le cadre d'un gros projet logiciel. À savoir que Django il a été créé aux USA en 2003 par une société de journalisme. Il a une structure MVT proche du MVC. Sans rentrer dans les détails, ce que je viens d'évoquer là, c'est la manière dont va être structuré le logiciel. Son nom, Django, il fait référence à un musicien qui s'appelle Django Reinhardt. Parce qu'on le voit, les gens qui ont collaboré à l'univers de Python sont des gens qui ont beaucoup de culture. Tant Guido van Rossum avec sa référence au Monty Python, ou ici la référence à Django Reinhardt, qui est un musicien de jazz manouche. Notre API elle est plus précisément constituée d'algorithmes. Donc un algorithme est une suite finie et non ambiguë d'instructions et d'opérations permettant de résoudre une classe de problèmes. Ça, c'est la définition de Wikipédia. Plus simplement, un algorithme, c'est une suite d'instructions qui permet de résoudre des problèmes. Par exemple, une recette de cuisine, c'est un algorithme. Avec les ingrédients qui représentent la data, la manière de cuisiner les ingrédients qui représentent les conditions et les instructions pour réaliser cette recette. Allumer le gaz, mettre la poêle sur le feu, mettre les ingrédients, les cuire tant de temps à telle température. Une recette, c'est déjà un algorithme. Enfin, on l'a vu tout à l'heure, l'API, elle communique avec JSON. Donc notre application elle est programmée en Python, mais elle va pouvoir communiquer avec d'autres API, quel que soit le langage dans lequel ces API ont été programmées. Car chaque API a son propre langage, mais elles vont utiliser un langage commun, qui est un consensus, qui est le JSON. D'un point de vue humain, le JSON, c'est l'équivalent de l'anglais. Chaque pays a sa langue, mais dès qu'ils échangent ensemble, ils vont utiliser l'anglais. C'est exactement ce que font les API en utilisant le JSON. Elles communiquent entre elles avec ce langage qui fait consensus. Donc notre API, elle va permettre d'interagir avec différents systèmes. Elle va notamment interagir avec tout un tas de terminaux. Et cette partie, très particulièrement, c'est la partie front qui a été évoquée tout à l'heure par... Donc ces interfaces, elles constituent ce que l'on appelle une IHM, interface homme-machine, car ce sont elles qui vont permettre à des humains de pouvoir communiquer avec l'API. On peut par conséquent utiliser indifféremment un smartphone, une tablette, un ordinateur, et c'est de la responsabilité de faire que ces interfaces soient compréhensibles pour un être humain et que ces êtres humains puissent l'utiliser facilement et ergonomiquement. On a aussi le cron. Alors on le voit, il y a différentes interactions par rapport aux flèches. On peut envoyer et recevoir de la donnée. Lui, le cron, il va faire uniquement que donner des ordres. Cron, c'est la troncation de chrono table qui signifie table de planification. Ça va permettre de lancer des commandes à l'API par rapport à un timer. On va programmer dans le temps des actions. Alors un exemple de tâche qui est lancée par un cron dans notre application, c'est par exemple la tâche qui va lancer la lecture d'un fichier récupéré sur un serveur distant, en extraire les données, les interpréter et les insérer en base de données. Ça, c'est... Alors c'est pas toujours évident, parfois les données qui nous sont envoyées ne sont pas toujours très propres, ce qui peut créer une certaine frustration de la part de l'utilisateur ou même de la part des opérateurs.
parce qu'il y a une complexité qui est liée à ces informations que nous récupérons. Ensuite, notre API elle va échanger avec la base de données. La base de données, il faut la voir comme une grosse armoire dans laquelle l'API elle va stocker des informations utiles. On peut voir ça également comme un gigantesque Excel dans lequel chaque table de la base de données va représenter un onglet du tableur Excel avec des relations entre ces onglets de tableur Excel, car nous sommes ici dans le cas d'une base de données relationnelle. On va aussi pouvoir communiquer avec d'autres API. Nous, on communique par exemple avec pour tout ce qui concerne la souscription, l'arbitrage. On va également communiquer avec l'API pour la signature électronique. Dernièrement, il a été implémenté la connexion avec l'API. On va également utiliser de l'OCR, donc des applications, des API d'OCR. OCR, ça veut dire Optical Character Recognition. C'est encore de l'intelligence artificielle. On va envoyer des documents à ces API. Ils vont lire les documents, en extraire des informations. Par exemple, dans le cadre d'une carte d'identité, on va extraire le nom et le prénom et on va ensuite pouvoir vérifier si ça correspond avec les informations que l'utilisateur a bien saisies. Et ainsi, on va pouvoir authentifier les documents. Pour conclure, le robot advisor constitue le premier robot advisor entièrement aligné sur l'accord de Paris. Grâce aux compétences de Carbone 4, vous le savez, cofondé par Jean-Marc Jancovici, qui nous met à disposition des fonds respectant l'accord de Paris. On peut dire d'une certaine manière que le front-end et le back-end que représente la solution, c'est la technologie au service d'un monde meilleur. Voilà, je vous remercie. Bravo. Du coup, bon bah vas-y, tu peux lancer le caout alors. Hein. Allez, on lance le caout. Qu'est-ce qu'une intelligence artificielle symbolique? Une IA auto-apprenante qui s'améliore avec le temps, une IA non auto-apprenante dont les règles sont fixes, une intelligence humaine, une intelligence basée sur le machine learning. Allez, va chercher. J'ai même pas eu le temps de répondre en fait. Ouais, Très, très Et bien. j'allais mettre bleu en plus. C'est qui, coucou? C'est qui le dev là ici? C'est qui, Laurent, coucou? comme musique. Ouais, mais m'arrête pas, moi. Je suis là pour gagner. Hein. Qu'est-ce que Python dans le cadre de notre API? Un langage de balisage, un langage de structure de données, un langage de programmation, Putain. un langage utilisé par les serpents. C'est bien les serpents, hein. Yes, c'est ça, c'est ça. Je me disais aussi. Je suis sûre que je me suis trompée. Serpent, je ne mange pas de ces pains-là. Allez, Pas mal. Très bien. c'est moi. Ok, Puis il va pas dans Il est tous trop les chaud, sens, là. il est trop chaud. Trop rapide. attention. Qu'est-ce que JSON? Un équivalent du CSS, un langage de programmation, un groupe de musique préféré de Linus Torvald, un format de données textuelles. J'avoue, je sais pas. J'ai mis un truc au J'ai eu pif. bon. J'ai eu bon. C'était un peu plus compliqué, c'est vrai. Moi j'étais dans le groupe de musique. Je pense que Ah ouais. Et ouais. je perds des Coucou points. on fire, coucou on fire. Qui a créé le langage de programmation Python? Dennis Ritchie, Linus Torvald, Guido van Rossum ou Rasmus Le Dorf? C'est quand même. Ah putain. Merde. Putain, Ah là là, non. La culture générale. Donc pour Rasmus Lerdorf. la culture générale, hein, Dennis Ritchie il est le créateur du langage de programmation C, Linus Torvald c'est le créateur du noyau Unix et Rasmus X. Le Dorf c'est le créateur de PHP. Oh merde, putain. Voilà. Ouais, c'est pour ça que j'ai confondu les deux. Ouais, moi aussi j'ai mis Lerdorf. Coucou est toujours premier. On reste en première position. Hein. Oh, je me suis fait. Je suis plus là, moi. En quelle année a été créé le langage Python? En Non, mais 1986, Ça par contre c'est mesquin, c'est mesquin ça. 1989, Non, il l'a 99 dit, il l'a dit. ou 2003, bien sûr, je l'ai dit. Oui. Ah bah voilà. J'ai hésité entre les deux en plus. Voilà. Waouh. Très très bien. Je remonte là. 6ème place. Je vais de rentrer dans le top 5. Ah, Ah là là. Yes. ah.
Bah oui, quand même. Quand même. Supprimer, ça veut dire. Que C'est un peu d'avant, signifie mais API? la rapidité, là. Que signifie API? Application Protected Inference, Interface Homme-Machine, Application Programming Interface, Application Merde, Protected faut que tu Interface. Va chercher la victoire. Wow, Ouais. Bon, bien joué. allez jouer. Tu codes? Triste. Là, je connais, hein. Tu t'es trompé de poste, là. À qui ou à quoi fait référence le nom du framework Django? Il fait référence au nom d'un film, il fait référence au nom d'une musique, il fait référence au nom d'un musicien, il fait référence au film de Tarantino Django Unchained. Non, mais moi, j'en sais rien. Il fait effectivement référence au nom de Django Reinhardt. Ah là là. Bien. Putain, tu représentes Je bien. ne laisserai pas faire. Que Bah ouais. signifie IHM? Internet Oh Maybe, interprétation humanoïde matricielle, interface homme-machine, 42. Au 42. Nicole 42, peut-être. Chiffre universel. Ah oui, quand même, il y en a qui ont mis interprétation humanoïde matricielle. Ouais, mais D'accord. rigole. Bien, c'est bon, hein, on peut tout. C'était interface homme-machine. Ça, les gars. C'est ça. Hein. Ah, Voilà, Bah ouais, quand même. ça n'a pas c'est bougé. vrai qu'il ne voit pas, merde. Voilà. Ah, désolé. Quelle est la technologie d'un développeur front-end? Python, Django, AngularJS, Node.js. Aucune idée. J'ai mis. Ah là, c'est plus facile celle-là, hein, quand tu connais pas. C'est un peu de dernier, mais Technologie américaine. J'ai fait un peu avec. Yes. Calme-toi. Ça va se Apparemment, passer. Non, ça me c'était- saoule. apparemment, c'était une question difficile. J'enchaîne les mauvaises réponses, quoi. Oh non! Boum, quelle avancée? Sixième Ah putain! Moi aussi, je remonte dans les classements, là. Dernière Ah ouais. question, Oh ce bordel là! Oh, guys, hein. ou avant-dernière? Non, dernière question. Allez, tout ce jeu là! Quelle est la particularité du robot advisor? Il est entièrement aligné sur l'accord de Paris. Il Va valorise chercher! Il valorise les énergies fossiles. Il est compatible avec un réchauffement de plus de 2 degrés Celsius. Il fonctionne avec des cartes perforées. C'est quoi ça? Évidemment, c'était la première. C'est quoi ça, les Putain, cartes je vois perforées? derrière. Les cartes perforées, qu'est-ce que c'est? Non, mais elle est marrante ta réponse. C'est D'accord. très drôle. Ça va. C'est cocasse, c'est cocasse. Voyons voir. Bon, j'aurais pas réussi à maintenir ma troisième place. Quand même. C'est bien commencé. Ah, bien. Bon, bah, du coup, bien joué. Gagné. Bravo d'avoir gagné. J'ai fait une faute quand même, je suis déçu. Non, en vrai, on savait que j'ai gagné, donc du coup, pour moi, le vainqueur, c'est. J'ai pas, Ouais, on va pas compter. Bravo, Bravo. bravo d'avoir gagné. Bien joué. Bravo, bravo. Eh Bon, bien, voilà, j'ai merci perdu à le- tous. Qui ramène les croissants lundi? Merci à Ouais. tous Ouais. d'avoir suivi cette petite présentation. Voilà. C'était qui les derniers? Ah, On ben, je peut ne sais pas les pas. derniers, on peut pas Le voir les dernier, derniers. C'est Bah ouais, mais les gars, il y avait Intercom qui. Intercom. non, c'est un très beau lapsus. Pour finir, Pardon. c'était pas pas mal.